Ok, alors normalement on est en live, je regarde juste vite fait. Je regarde juste mon groupe. Je vais regarder aussi. Alors. Ouais, Roman est en direct. ok. Ah, c'est Nickel. bon, je me Oui. vois. Bon bah du coup, salut à tous. Aujourd'hui on reçoit Charles. Donc Charles qui était sur le groupe en fait que j'ai repéré en train de liker quelques posts. Moi je te connaissais déjà avec l'entreprise FireRank. Je suivais un peu ce que vous faisiez. Après, je sais pas du tout ce que tu fais maintenant et vers quoi tu t'es redirigé. Donc c'est pour ça un peu que j'ai décidé de t'inviter en live, vu que toi, tu es, entrepreneur digital depuis de nombreuses années maintenant. Et, euh, et voilà, tu as plusieurs domaines. Donc bah, je vais te demander de te présenter. Je vais te laisser te présenter. Ok, merci Roman. Ben, merci déjà pour l'invitation. Donc salut tout le monde, moi je m'appelle Charles, je suis entrepreneur sur le web depuis une petite dizaine d'années. Historiquement, je viens du monde de la tech plus, mais très orienté communauté, c'est-à-dire qu'en fait c'est ouf, mais j'ai que 32 ans, mais je peux déjà presque dire que je suis un papy du web parce que j'ai commencé les communautés quand on parlait pas du tout de groupe Facebook, mais on parlait en fait on était sur IRC, donc IRC c'était une époque où on n'était même pas encore sur MSN, donc c'était vraiment c'est la vieille époque. Et moi, je suis tombé un petit peu dans le web à cette époque-là quand j'ai développé un script IRC et j'avais eu beaucoup de chance parce que c'était devenu la deuxième communauté sur IRC francophone. D'accord? Et donc, tu vois, dans le bain très tôt, de la tech et tout ce qui est communautaire. Parce que là, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 15-16 ans, donc j'étais vraiment très jeune. Par la suite, après, je me suis plus orienté côté technique parce que c'était ça qui me plaisait. C'était pas tant d'entreprendre, c'était surtout faire du dev, bouffer du dev, du gros code, quoi. Et Mhm. puis rapidement, en fait, donc quand je suis parti en école, j'ai commencé à me poser la question. En fait, c'est marrant parce que quand t'es dev, soit tu as cette sensation, soit tu l'as pas, et c'est de se dire, putain, je développe des trucs, mais mieux que développer des trucs, j'ai envie que ces choses soient utilisées par des gens. Donc, comment est-ce que je fais des devs qui vont être utilisés par du monde? Et là, en fait, finalement, rapidement, tu tombes au début sans vraiment l'être dans l'entrepreneuriat, parce que finalement, t'as pas de Ouais. projet, on va dire, financier, mais tu as surtout envie que ce que tu devs soit utilisé par un max de monde. Et puis, donc rapidement, j'ai créé ma première boîte quand j'étais étudiant, dans l'e-commerce d'ailleurs, dans le prêt-à-porter. Ça avait été un fiasco total parce que je n'y connaissais strictement rien, hein. J'incite tous les développeurs qui sont dans le groupe d'ailleurs à d'abord passer par une phase marketing avant de passer par une phase, comment dire, quand vous lancez un projet c'est vraiment tout. Lancer, que ce soit un e-commerce, que ce soit une startup, enfin peu importe le projet, il s'agit pas de se dire je suis dev, c'est bon, je sais tout faire, je suis maître du monde. Il faut aussi bien appréhender les aspects marketing, référencement, Facebook, etc., etc. Les aspects même, on va dire plus, si c'est de l'e-commerce, logistique, compta, finance, c'est vraiment un tout. Et moi à l'époque, j'avais pas bien percuté en fait ça. Et c'est Mhm. ce qui a fait que bah, je me suis gaufré. Et c'est un petit peu enfin, ça fait partie du jeu de l'entrepreneur. Ensuite, par la suite, bah, j'ai continué finalement dans les projets. Du coup, quand j'étais encore étudiant, il y a un truc qui est né. C'était vraiment cool. C'était en 2007-2008. Ça s'appelait Facebook. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à utiliser, à tous se mettre sur Facebook. Donc très vite, moi, en fait, vu que j'étais très orienté communauté, je cherchais à créer des pages. Donc j'avais pas mal de pages. À l'époque, c'était un vrai kiff parce qu'il n'y avait pas besoin de faire de Facebook Ads. Je me souviens, j'avais une page qui s'appelait Mieux vaut être sous que con. Ça dure moins longtemps. Vous faisiez un post dessus. Je me souviens, j'ai géré l'e-commerce d'un ami qui vendait des chaussures. Vous faisiez un post sur cette page, ça faisait 50 ventes. Alors que c'était pas targeté, c'était pas, il y avait rien, c'était juste un lien avec une couverture et un titre pourri, une page à 700 000 fans et bam, 50 ventes. Donc c'était vraiment une autre époque. Donc j'avais très vite finalement isolé un petit peu ces choses-là pour, comment dire, pour essayer de servir de levier et de créer de l'attraction sur un business web. Donc rapidement,
eu beaucoup de communautés. Je gérais pas mal de sites d'infos, des sites, enfin des sites d'infos. Non, non, on va pas mâcher les mots, des sites putaclic. Donc des sites à très fort trafic qui drainaient par mois. Ça représentait des fois des volumes de 40, 50 millions de visites mensuelles. Donc c'était assez conséquent. Et puis rapidement, en fait, j'ai eu une décision à prendre. En fait, je finissais mes études, donc ça fonctionnait très bien en fait pour moi sur Facebook et surtout sur tout cet univers communauté. Rapidement, j'ai eu une décision à prendre en tant qu'entrepreneur, c'est que je pensais que ça allait pas durer en fait. Là pour le coup, ça a été probablement un défaut de vision. Et du coup, je me suis concentré sur la création d'une agence digitale. Donc, j'ai dirigé une agence digitale pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, en fait, c'était marrant parce qu'il y avait une émergence finalement de ces pages Facebook qui étaient en train de devenir, de se constituer comme étant des vrais médias. En l'occurrence, les démotivateurs, les mini-buzz, Co, qui n'étaient plus juste des petites pages Facebook dans leur coin à faire des liens sur leur site. Ça devenait, ils étaient en train de constituer des médias. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre un petit peu finalement ce que j'avais commencé dans les années précédentes. Et c'est là que donc avec un ami à moi, on a lancé un site qui s'appelait FireRank. Euh, FireRank initialement, c'était en fait ce qu'on voulait faire, c'était notre objectif, c'est qu'on avait conscience très tôt des problématiques de dépendance par rapport aux GAFA, comme on peut le voir aujourd'hui avec ceux qui sont totalement dépendants d'Amazon sur Amazon FBA ou ceux qui sont totalement dépendants de Facebook Ads, etc. Ça, on en a eu conscience très tôt. Et paradoxalement, on était peut-être un petit peu plus intelligent au début du projet qu'à la fin, parce que ce qui s'est passé, enfin plus intelligent, non. Mais le projet était de monter une plateforme en fait de classement qui avait pour vocation de faire de la prédiction et de drainer un maximum d'audience depuis Facebook vers cette plateforme. Et l'enjeu, il était vraiment de créer une rétention très forte et de se dire comment on se sert de Facebook, non pas comme une fin, mais comme un levier de croissance pour justement développer tout le business. Euh, et puis rapidement, finalement, en fait, on a vu que les audiences étaient dingues. C'était il y a quoi? Il y a 3-4 ans, Facebook se sont mis à augmenter considérablement le reach, la portée sur tout ce qui était autour des vidéos. Et là, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on avait une audience finalement qui était relativement mainstream et ça permettait comment dire, de toucher un maximum de monde en faisant des vidéos. Donc c'est pour ça que là on a pris on a fait un pivot, hein, comme on dit en entrepreneuriat, pour devenir finalement un média qui était 100% vidéo, 100% social. Ça a été un bon choix et un mauvais choix parce que bon après forcément il y a eu toute une histoire où Facebook nous a dépublié, donc on y reviendra peut-être. Et donc l'aventure FireRank s'est arrêtée un petit peu du jour au lendemain, alors qu'on était quoi? On était une trentaine de collaborateurs, donc ça faisait une belle équipe. Et ben il a fallu rebondir. Parce que finalement, faut bien considérer au-delà du fait que c'était, que c'était un projet qui a été coupé par Facebook. Je pense, c'est propre de tout entrepreneur. C'est que, la croissance d'un entrepreneur, ça fonctionne comme ça. C'est pas simplement une belle ligne droite qui monte vers le haut ou qui descend vers le bas. C'est vraiment un champ de boss. Des fois, il se passe des choses extraordinaires parce que j'ai vécu dans ma vie d'entrepreneur des choses folles. Je me suis retrouvé sans aucune raison, j'avais créé un groupe Facebook à l'époque, à être interviewé sur des matchs de foot à la radio pendant les mi-temps en pleine Coupe du Monde. Je me suis retrouvé à vivre dans des îles paradisiaques. Je me suis retrouvé il s'est passé énormément de choses, à être invité sur le plateau du Grand Journal. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis aussi retrouvé à dire à la radio que j'étais un fraudeur, alors qu'il y avait ma tante qui écoutait ça, à me faire insulter sur Twitter de tous les noms. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, faut jouer avec. C'est comme ça derrière qu'on construit. Et puis après FireRank, du coup, on a fait un projet de rebond. On avait voulu surfer sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec HQ, qui était une application de live. Donc tous les soirs, 20h50, votre téléphone il sonne et hop, c'est parti pour comme un jeu à la télé, sauf que tout le monde participe et celui qui arrive à la fin, celui qui arrive à la fin gagne. Ceux qui arrivent à la fin se partagent le cash prize. Ça a super bien démarré parce qu'on a réussi à faire 100 000 téléchargements en un rien de temps, avec des coûts par téléchargement qui étaient de l'ordre de 6 à 7 centimes. Donc, c'était vraiment infime. Mais malheureusement, on avait une équipe fatiguée parce que ce qu'on avait vécu après FireRank, c'est quand même super lourd.
Et du coup, bah, on a pris la décision à un moment donné de dire bon bah on passe à autre chose, chacun part de son côté, parce qu'il y avait d'une part que cette nouvelle entité, c'était quelque chose qui avait un business model, enfin un modèle économique qui était long terme, donc c'était compliqué, ça demandait des levées de fonds, ça demandait beaucoup de travail, et il y avait vraiment une espèce de fatigue. On avait tous besoin de quelques mois de repos. Et donc après ces quelques mois de repos, j'ai lancé une nouvelle société, donc que je gère actuellement, qui elle a pour vocation de faire de l'ingénierie marketing, c'est-à-dire qu'en gros on crée un pôle de compétences autour de l'acquisition. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être autour de Google, ça peut être un peu être autour de tout, où on essaye de faire fonctionner ensemble le mieux possible marketeurs et ingénieurs. Parce que finalement, le marketing Internet d'aujourd'hui, c'est pas que du marketing ou c'est pas que de l'ingénierie. C'est vraiment une espèce de mix des deux qui fait que derrière, ça permet vraiment de faire des perfs parce que tu vas avoir une approche data quand tu es en train d'analyser toutes tes stats, trouver la bonne petite data, être capable de mesurer parce que finalement, bien placé pour le savoir, il y a un paquet de data à mesurer. Mais il y a aussi une approche finalement très grosse hacking, c'est-à-dire être capable typiquement en ce moment on fait plein de tests et il y a toujours un petit truc à dev, tu vois, comme par exemple la semaine dernière on était en train de dev une extension parce que nos publicités sur Facebook, on a plus de 400 pubs qui tournent simultanément et le problème c'est que pour aller inviter à liker ta page l'ensemble des personnes qui ont liké les contenus de tes pubs, t'en as pour 8 heures par jour. Donc là, tu as besoin de faire un petit dev qui va automatiser cette tâche-là et finalement, c'est de créer un tout cohérent. Et on lance des projets finalement autour de, ça peut être dans le commerce, ça peut être autour de l'influenceur, ça peut être autour également des médias. Et notre premier projet, ça a été une marque de bijoux qu'on a lancée donc il y a 6 mois de ça. Et ça a super bien démarré parce que voilà, aujourd'hui en 6 mois, je crois, on est quasiment à 15 000 commandes. On va faire normalement sur le premier bilan, sur le premier exercice, on devrait faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Et, euh, et voilà, donc c'est super cool. En plus, on n'a pas investi d'argent dedans, donc pour le moment, c'est top. Et l'idée, c'est de continuer, d'essayer de rebondir et d'avancer. Voilà un petit peu pour ma Ok. présentation. Ok. Du coup, je vais rebondir sur ta présentation. J'ai plusieurs questions pour toi qui me sont venues Ouais. comme ça. Est-ce que tu avais prévu un back-end pour quand FireRank a fermé? Est-ce que tu avais des listes email? Est-ce que tu avais un YouTube? Parce que je me souviens qu'il y avait pas mal de vidéos sur votre site. Est-ce que vous aviez fait un Ouais. YouTube en parallèle? Alors en fait, la complexité qu'on a eue, c'est que en gros, notre transition sur le modèle 100% vidéo, elle s'est passée 1 an avant que Facebook nous coupe les pages. Et il s'est avéré qu'en fait, on a eu une croissance, mais ça a été dingue. Tu vois, il y a eu un moment donné, on recrutait 2 personnes par mois. Enfin, c'était une folie totale. Et donc, on avait vraiment conscience en fait de cette diversification. D'ailleurs, petit truc, petite joke, c'est que le site FireRank, en fait, si tu vas dessus sur firerank.com, il est encore en ligne, sauf la page d'accueil. Mais tout le SEO qu'on a fait à l'époque, en fait, draine encore des volumes de trafic qui font des jolis revenus tous les mois, tu vois. Donc, c'est du revenu passif lié à une vieille activité. C'est assez marrant. Et donc, alors oui, évidemment, en fait, on avait vraiment conscience en fait de la dépendance et des dangers de la dépendance, hein, parce que Ouais. forcément, quand t'as une équipe à payer, que t'as du monde et que t'as un projet, en fait, ça s'inscrivait en fait dans un projet long terme. Et nous, le projet, en fait, là en plus, on était en préparation de levée de fonds. On était sur un projet qui avait un temps de 3 ans. On venait de finir la première année et l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de casser au maximum les dépendances sur 3 ans. Donc, on avait attaqué vraiment toute une stratégie de déport. Donc, par exemple, vers Snapchat, vers YouTube. YouTube, on commençait tout juste et beaucoup vers Snapchat. On faisait des stories qui faisaient vraiment des paquets de vues parce que, en gros, toutes nos vidéos, par exemple, en fin de vidéo, d'ailleurs, c'est une technique qui marche très bien. On se servait de 15 secondes en fin de vidéo pour faire la promotion de nos stories sur Snap. Et on commençait finalement à envoyer tout le déport. Le problème, c'est que le temps a été trop court et enfin, le temps nous a manqué, quoi. Et t'aurais pas pu relancer avec ton back-end. C'était aussi ça ma question. Si, si on aurait pu relancer avec le back-end, mais on n'aurait pas pu relancer avec autant de personnes, sachant qu'il faut bien considérer que quand une activité économique comment dire, que prend un fort déclin, ça entraîne beaucoup de complexité. Déjà des complexités sociales, parce que c'est pas évident avec les gars à gérer en interne, et puis aussi des complexités, j'ai envie de dire plus émotionnelles, tu vois, parce que quand ton projet il est là et qu'il passe là, même si en étant à ce niveau-là, il y a encore moyen de faire des choses. T'as plus la volonté, t'as envie de te dire bon bah maintenant il est peut-être temps de, c'est peut-être aussi un signe de se dire bah faut passer à autre chose, tu vois, faut faire le deuil et plutôt que s'entêter et rester dans un truc fermé, à rebondir quoi. Ouais, ok. J'ai une autre question pour toi, parce que tu as parlé de page, tu as parlé de groupe.
pour toi, l'avenir de Facebook, c'est plus tourné vers les groupes ou vers les pages? Ou alors un peu des deux? C'est une question compliquée, hein. C'est une question compliquée. En fait, les groupes et les pages, c'est vraiment différent. En fait, moi, ce que j'aime bien avec les groupes, c'est que Facebook a finalement réussi à recréer un réseau social. Parce que finalement, les pages, c'est plus du réseau social. C'est juste, on diffuse du contenu. Facebook est devenu un agrégateur média. Et ça lui a beaucoup été reproché. Et du coup, en fait, je pense, c'est à ce moment-là d'ailleurs, hein, c'était quand? C'était il y a 2 ans à peu près que Facebook, tout le monde disait, ouais, Facebook, c'est plus qu'un agrégateur média. Tu regardes ton fil d'actu, tu vois que du contenu média et terminé. T'as plus aucun lien avec tes amis, il y a plus de relations sociales qui se sont créées. Donc, je pense que pour moi, en fait, les deux ont toujours de l'avenir. C'est-à-dire que les groupes, ça a été un petit peu comme ça, l'histoire des groupes, tu vois. Tu remontes en 2007-2008, les groupes, c'était là-haut, tu vois, on pouvait même envoyer un message à tout le monde si tu avais moins de 5000 amis. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Ouais, exactement. Non, maintenant on peut plus. Ouais. Maintenant, on peut plus du tout. Ouais, tu vois, Dommage. donc, et puis ça a été une histoire un petit peu, voilà, en vague avec les groupes, mais je pense que c'est encore de l'avenir parce que finalement, ça redonne, ça retisse, ça repermet de créer du lien social sur un réseau social qui en est finalement la vocation première. Mais en même temps, les pages, ça va continuer à subsister dans le sens où aujourd'hui, c'est pour ça qu'on refresh notre feed 80 fois par jour parce que derrière, on a besoin de contenu, on a envie de s'alimenter de contenu, donc c'est complémentaire et ni l'un ni l'autre ne vont s'arrêter tout de suite, quoi. Ok. Parce que je te dis ça parce que en fait, il y a eu quelques annonces de Facebook. Ils ont testé les groupes payants aux États-Unis. Ouais, Ils ont testé les groupes payants. Apparemment, ça n'a pas été trop adopté. Mais en fait, le but, ça serait de créer des groupes grand public où les administrateurs pourraient ensuite renvoyer vers des petits groupes payants où ils auraient que la communauté qui paye en fait. Mais d'accord. apparemment, il y a quelques blocages. Et en fait, le grand avantage, c'est que les gens pourraient payer directement sur Facebook. Donc, Facebook garderait, prendrait des commissions dessus. C'est toujours pareil, hein, ils font la promotion de quelque chose et après, ils Hmm. essayent de récupérer de C'est l'argent. ça. C'est ça. Forcément. Sachant que Facebook aussi ont la culture du test. Je me souviens, bon là, c'est vrai qu'un petit peu moins, mais pendant des années, on surveillait avec l'équipe toutes les annonces de Facebook. Et des fois, il y avait des annonces, elles nous faisaient peur. Je me souviens, il y en avait une, il y a 1 an et demi de ça, où Facebook annonçait qu'ils allaient tout changer, enfin que les pages, les contenus de pages passaient dans un second feed, qui testait ça dans plusieurs pays. Enfin, et en fait, tout le temps, Facebook a des effets d'annonce. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que Facebook, c'est la culture du test et que de toute façon, en fait, voilà, ils font du test A/B sur leurs utilisateurs. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne, là, ouais, là, faut s'attendre à ce qu'ils le dupliquent. Ce que je pense, par contre, qu'il faut vraiment surveiller au-delà des groupes, et c'est vraiment là-dessus que ça va pousser à fond, c'est Messenger. Parce que clairement, en fait, je pense que c'est intéressant comment dire, de comparer ce qui se passe en Chine avec ce qui se passe aux États-Unis. Et les Chinois aujourd'hui ont une vraie longueur d'avance avec WeChat par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois, ils font tout avec WeChat. Ouais, avec WeChat, ils payent avec WeChat, WeChat est au centre de tout. Et je pense que c'est vraiment vers ça que Messenger va évoluer, parce que finalement, ça leur permet de tout centraliser. Et au-delà, tu vois, de ce qui peut se passer, voilà, des changements. De toute façon, Facebook change tout le temps, c'est toujours en mouvement, il va y avoir beaucoup de choses. Je pense vraiment le truc qu'il faut qu'on surveille de près, en tous les cas, sur les prochains mois et même les prochaines années, c'est Messenger. Ouais. Alors, tu vois, il y a des trucs qui font aux États-Unis, par exemple, tu peux payer par Stripe directement dans Messenger. On a essayé de faire payer directement les gens dans Messenger et je crois qu'en France, il n'y a pas cette culture de mettre la carte dans le Messenger Facebook, ce qui fait que ça a été un fiasco total. Le test s'est mal passé et on s'est rendu compte qu'en renvoyant vers une page de paiement, eh ben, les gens étaient plus enclins à donner leur carte que directement dans Messenger, alors que ça serait totalement l'inverse, peut-être en Chine ou aux États-Unis. Donc c'est vrai que peut-être on Ouais, va y c'est clair. Peut-être on Mm. va y venir. Pour l'instant, c'est sûr. Et moi, je conseille à tout le monde, ceux qui nous regardent, de vraiment se lancer dans Messenger, faire des grosses listes et récupérer les mails tout de suite. Parce que déjà, il y a des petits messages qui commencent à apparaître sur ManyChat disant que Facebook veut plus qu'on utilise son API pour les messages, mais que maintenant, ça va tout se faire centraliser sur Facebook. En fait, ils vont plus autoriser des applications tierces à envoyer des messages. Donc potentiellement, je crois que ManyChat pourrait être mis sur le côté. Je crois qu'ils doivent un peu avoir peur là-bas, parce que ben Problème de dépendance. C'est comme d'hab, hein. De toute façon, c'est tout, comment dire, aujourd'hui, les GAFA ont une telle, comment dire, ils ont un contrôle sur le web qui est extraordinaire. Et finalement, il y a Chatfuel aussi, et c'est vrai que c'est deux SaaS. Et ils sont voilà. clairement à la merci, en fait, de Facebook, quoi. Mais peut-être que eux ont un moyen de communiquer avec Facebook. Toi, est-ce que tu avais réussi, par exemple, à avoir des contacts le jour où ils t'ont fermé toutes tes pages?
Ouais, bien sûr. Alors en fait, tu vois, on a eu pas mal de contacts avec Facebook, mais en gros, nous, quand on a été fermé, au-delà de ça, en fait, ça venait, c'était un problème beaucoup plus profond qui venait des États-Unis. Et donc, en gros, on a eu des retours de Facebook France, mais malheureusement, en fait, ça ne servait à rien parce que c'était un problème de fond qui venait des US, donc il y avait strictement rien à faire, quoi. D'accord. Mais Ok. tu peux quand même les contacter, ils sont quand même, ils répondent. Bon, si ça sert à rien, c'est sûr que c'est. Ouais, bah, c'était notre problème, quoi. Ok. Moi, je vais te donner un gros hacking qui fonctionne plus là, dont on a bien abusé. Enfin, c'est pas qu'il fonctionne plus, mais qu'il a été fortement. Ils ont un peu tiré dedans. C'était les groupes Facebook. À la base, tu pouvais inviter tous tes amis directement dedans, Ouais. sans leur accord en fait. Tu prenais n'importe qui, ce qui fait que bah, il y en a beaucoup qui en ont abusé. Du coup, Oui, c'est bon, je connais, c'est sûr. Ouais, j'ajoute tout le monde en ami, puis je reverse ouais. dans le groupe, etc. Il y a eu une grande chasse. Donc ça, c'était la première étape. Après, la deuxième étape, c'est qu'ils ont limité. Donc on est passé de 5000 ajouts d'un coup à 100, 200 par jour. Et maintenant, ils ont une confirmation à la personne que tu as invitée pour qu'elle soit vraiment dans le groupe. Ce qui est un peu plus logique. Mhm. Nous, on le fait toujours, ce gros hacking, pour certains de nos groupes, si tu veux. On va quand même chasser sur les pages, etc. Puis on les remet et avec une bannière, en fait, qui donne envie de rentrer dans le groupe, bah, tu as quand même un taux d'acceptation de 50-60%. Mais c'est passé d'un Ouais. truc totalement fou où tu pouvais monter des communautés de 50 000 personnes en 2 semaines à un truc où là, vraiment, faut chercher du plus qualifié, quoi. C'est un Mais peu plus. c'est toujours comme ça en fait. C'est vraiment, en gros, Facebook lance un nouveau truc, tu vois, et les groupes ils les ont vraiment réinventés de zéro. Et comme à l'époque des pages, tu vois, tu prenais plein de pages, tu fusionnais tout. Enfin, c'est comme d'hab. Tu peux, enfin, quand il y a quelque chose de neuf, qu'il y a quelque chose de frais, forcément il est pas bridé. Et tu peux t'amuser avec, tu peux jouer avec, et il y a tout un tas de gros hacking qui naissent autour de ça. Sauf que derrière, finalement, très rapidement, les gens en abusent, tout le monde en abuse, et donc ils brident, et il y a un moment donné où bah, tu peux absolument plus rien faire, et c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être à l'affût des nouveautés tout le temps. Ouais, clairement. Les pages, on peut encore les fusionner, je pense. Mais il y a une histoire de la page qui a le plus grand nombre absorbe celle qui en a le plus petit, je crois, pour avoir testé il y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis malgré tout, il faut faire aujourd'hui très attention parce qu'en fait, maintenant ils sont beaucoup plus. Il y avait une époque, tu vois, il y a 6, 7 ans de ça, tu prenais une page, une autre page, elles avaient même des fois, elles avaient pas le même nom, puis tu prenais, tu fusionnais, hop, c'était parti, ça te faisait des pages énormes. Aujourd'hui, en fait, ils sont vraiment très à l'affût, tu vois. Forcément, ils évoluent, ils progressent aussi sur améliorer finalement la qualité de leur network et c'est normal. Maintenant, ils font très attention et souvent, en fait, il y a des fois des pages que tu vas fusionner. Sauf que considère bien, même depuis, on va dire, 2, 3 ans, ouais, bien 3 bonnes années, si tu fusionnes ensemble 2 pages qui n'ont pas à être fusionnées ensemble, d'ici une semaine, t'es dépublié et terminé, quoi. Fin de l'histoire. Ouais, ouais. Faut 4 caractères différents. Il y a Ouais. un hacking qui est pas mal, là, je le donne en live, en fait. C'est de prendre un Changer le personnage. nom. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est prendre un persona, ajouter 5000 personnes en amis, changer le nom, donc qui se rapproche le plus de votre page mère. Vous passez votre persona en page, vous fusionnez les deux, et d'une page qui avait 200, 300 personnes, bah, vous pouvez en avoir 5300 avec que des gens ciblés qui n'ont aucune idée comment ils se sont retrouvés là, mais on peut toujours le faire, ça on le fait toujours. Après, parfois, il y a des messages comme quoi on ne peut pas fusionner votre page. Il y avait parfois des messages, on a monté un personnage à 5000 amis, ce qui devient de plus en plus compliqué. Et puis, arrivé au bout, il veut pas qu'on change le nom, il veut pas qu'on le passe en page, il veut pas qu'on fusionne. Et vraiment, c'est des choses qui rendent fou, quoi. Aujourd'hui, Ouais, c'est devenu intordable. Et ben surtout que finalement, c'est pareil, hein, tu vois, il y a une époque, tu crées des comptes Facebook comme ça, t'ajoutais 5000 amis comme ça passait nickel. Aujourd'hui, tu t'amuses à créer des comptes Facebook, crée un compte Facebook de zéro. C'est devenu intordable. Tu te fais bannir t'ajoutes même pas d'amis, tu fais aucune publication, t'ajoutes pas d'amis. Facebook, il te le supprime immédiatement. C'est devenu extrêmement, comment dire, protégé. hmm. Ouais, ouais, nous, on achète des comptes souvent de 2 Ouais, millions, mais t'as plus le choix, hein. Ouais, t'as plus le choix. T'as plus le choix. Faut acheter des comptes. Ouais. clairement. Aussi, donc, tu as parlé d'un e-commerce qui avait bien fonctionné. Est-ce que tu pourrais expliquer en gros la stratégie que tu as mis derrière? Parce que tu as dit une phrase, tu as dit on n'a pas mis d'argent dedans. Et, euh, Ouais. et donc, si tu avais juste pas forcément toute la stratégie, mais quelques, Ouais, quelques.
Alors du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc tu vois quand FK s'est terminé, moi je cherchais, tu vois, c'est super intéressant aussi comme époque parce que fini le deuil et finalement quand tu es vraiment entrepreneur, tu prends pas trop à cœur, comment dire, émotionnellement un projet. Un projet est un projet, n'est pas une personne, donc tu peux facilement rebondir et c'est hyper stimulant parce qu'en fait tu dis putain, on avait un média avec 12 millions d'abonnés, on faisait 2 milliards de vues, tu vois, à l'année. Euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant pour faire encore mieux, tu vois. Et je pense que c'est Ouais. ça aussi comment dire, c'est une volonté de fond. Et donc là, tu te poses et tu regardes un petit peu tout ce qui gravite déjà autour de tes compétences. Donc pareil, c'est pour tous ceux qui se lancent, tu vois, dropshipping ou quoi. La première chose, moi, que je dis toujours à quelqu'un qui se lance, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton métier? Quelle est ta compétence de fond? Dans quoi est-ce que tu es bon? Et surfe là-dessus, profite de ça. Tu vas voir que les choses, elles se passent beaucoup mieux quand tu fais ça. Et donc, je me suis mis, tu vois, je me suis fait une petite liste de tout un tas de règles que pour moi, en tous les cas, avec mes compétences perso, mon business devrait respecter pour que je sois capable de le faire performer. Et finalement, très vite, j'ai vu que voilà, ma compétence, ça reste les réseaux sociaux. Ma compétence initiale, en l'occurrence, l'acquisition sur les réseaux sociaux. Euh, et du coup, et ben, je me suis dit, ouais, là, j'ai vu que c'était le monde du e-commerce qui m'intéressait. Donc, j'ai vu très vite le dropshipping, tout ce qui se passait finalement autour de l'essor du dropshipping. Mais je pense, enfin, comment dire, moi, en tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui était pas suffisant. Parce que pour moi, la vente en ligne, c'est pas simplement je fais le marketing et je vends. C'est un écosystème qui est beaucoup plus large, beaucoup plus complet. Et je m'imaginais pas finalement dire bon bah vas-y, je prends une partie du business, je fais ça très bien et je suis dépendant de tout ce qui est manutention, expédition, etc. Tout ce qui est achat de produits logistiques. Et du coup, j'ai voulu bah, finalement me lancer dans l'e-commerce plutôt que dans le dropshipping. Donc pour moi, ce que j'avais isolé en tous les cas de mon côté, c'était plus centré autour des bijoux. Et, euh, et du coup, moi, ma stratégie, ça a été plus de dire, je m'en fous de la perf à très court terme. Alors forcément, tu cherches toujours à faire le meilleur ROI possible en acquisition, etc. Euh, mais c'est pas en tous les cas, en mon sens, compte le plus. Parce que ce que je cherche forcément, tu vois, il y a un petit peu les fantômes du passé. Tu te dis, putain, je crée un nouveau business, il faut surtout pas que je sois dépendant. Donc, pour moi, vraiment, la clé, en tous les cas, de l'e-commerce aujourd'hui sur Internet, en tous les cas comme nous on le conçoit, c'est de pouvoir créer une marque qui est une vocation long terme, un petit peu comme un influenceur. C'est-à-dire qu'un influenceur, tu prends un Cyprien, Cyprien demain il est banni de Facebook, il s'en contrefou. C'est-à-dire que peu importe où il ira, les gens le suivront. Tu vois ce Bien que sûr. je veux dire? Et je pense que pour nos e-commerce, en tous les cas, si on veut créer une pérennité et avoir une vocation long terme à ce qu'on fait, on doit avoir la même approche. On doit pouvoir se dire la même chose. C'est-à-dire que la marque que je crée, est-ce que les gens reviennent? Est-ce que les clients reviennent? D'une part, parce qu'on va pas se mentir, un client, lui faire une deuxième, une troisième, une quatrième vente, c'est beaucoup plus facile que sur une audience froide. Donc forcément, déjà, c'est la base. Mais au-delà de ça, comment les gens vont revenir d'eux-mêmes? Et tu vois, par exemple, nous, notre e-commerce, il est avec 6 mois. Et sur Noël, on a eu un truc de fou. C'est qu'en gros, on dépensait à peu près, je sais plus, au mois de décembre, on devait être à 1000 euros par jour de dépenses. OK? Et ces 1000 euros de dépenses, donc, étaient super rentables parce qu'on était au mois de décembre. Mais au-delà de ça, tout le mois de décembre, 2 tiers des ventes ne venaient que de la rétention naturelle en fait de la marque. C'est-à-dire qu'en gros, si on dit ouais, c'est Noël, je veux racheter ça, je veux racheter ça. Et c'est là que tu gagnes de l'argent, c'est là que tu es rentable parce que ton modèle finalement, il est inscrit dans comment dire dans une vocation plus de force de marque, plus Bien sûr. Aïe, je crois que ça a peut-être coupé. Est-ce que vous m'entendez toujours? Dans les commentaires, je veux bien que vous me disiez si vous entendez toujours. Je vais essayer de recontacter Charles. Alors, ok, donc bon, Charles, il va revenir, je l'attends juste. Il a l'air de revenir, ok. Bon, du coup, c'est un live qui est plutôt intéressant. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, il m'a dit j'arrive. Ok, ouais, c'est vraiment des stratégies sympas. Ok, super. Tu m'entends? ouais, c'est bon, tu non, mais est-ce que tu me reçois? Oui. Désolé, je suis à l'île Maurice et la connexion n'est pas
terrible. Est-ce que tu veux que je coupe ta caméra et que je te laisse que le son? Ou Ouais, ça a l'air d'être bon là. Ok, parfait. Du coup, t'en étais où? T'en étais. Oui, ok. Les gens qui reviennent pendant le mois de À décembre. la stratégie de marque. Et puis, du coup, même, je vais balancer une deuxième info, qui, en fait, je pense, est plus générale. C'est que je pense que le commerce en lui-même, en tous les cas, sur Internet, est en train de fondamentalement changer. Enfin, on va avoir, tu vois, les marketplaces tels qu'on les connaît, les bonhommes, en fait, du secteur, les Cdiscount Co. Mais pour les petits e-commerce, en tous les cas, qui, eux, ne peuvent pas concurrencer du Amazon ou du Cdiscount, euh, il faut avoir une approche, je pense, beaucoup plus empathique, beaucoup plus sociale. Tu vois, exemple con. L'autre fois, je vois un bug sur un grand nom du e-commerce français. Je leur dis, ouais, si vous faites gaffe, si on met un A accent grave dans l'adresse de livraison, on peut pas valider. Il y avait un problème, sauf, tu vois, en tant que tech, j'ai vu que c'était le A accent grave, tout ça. Je leur envoie un message sur Facebook, ils me répondent 3 jours plus tard. Merci beaucoup, veuillez contacter notre support très cordialement, de vrai. Et là, putain, c'est une erreur de fou de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, Messenger, tu vois, au-delà d'être, comment dire, quand on parle des chatbots, tout ça, il faut bien considérer que c'est une opportunité de changement. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour la première fois de faire du social avec nos clients. C'est d'aller communiquer avec eux, d'échanger avec eux. Voilà, et du coup, tu vas te retrouver, bah, nous, on passe énormément de temps à discuter avec nos clients derrière Messenger, parce que ce lien qu'on tisse avec les clients, c'est la clé de tout. Bien sûr. Ouais, 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 ouais. S'ils étaient, mais surtout, ils ont le budget de mettre un gars H24 derrière Messenger. C'est bon, Complètement, complètement, complètement. pas très malin. Ok. Ok, bah du coup, merci pour ta réponse. Donc toi, c'est e-commerce, tu fais quoi? T'importes, tu fais ton stock toi-même, du coup? Ouais, alors en gros, moi je travaille en tous les cas pour la partie stock avec un grossiste en bijouterie. Du coup, j'ai trouvé en fait tout de suite, je suis allé pareil, c'est un autre truc en entrepreneuriat, c'est faut tout de suite s'entourer. Faut éviter de tout faire tout seul parce que c'est la première cause de l'échec. Donc ce n'était pas mon métier. Donc pour réussir en fait finalement dans ce domaine-là, la première chose que j'ai fait, je suis allé chercher un grossiste, quelqu'un qui était compétent dans ce domaine-là et finalement avec qui je travaille encore aujourd'hui et qui me permet finalement de m'aider sur toute la partie achat et import parce que on s'improvise pas, comment dire, dans l'import international de produits entre les problèmes de douane, etc., etc. Ça se fait pas comme ça. C'est clair. Ok. Donc, et ça, c'est un de tes projets ou c'est ton projet principal pour l'instant? Alors en ce moment, c'est en tous les cas, c'est parce que forcément, c'est avec 6 mois, c'est un de nos projets, mais là, on est sur 2 projets supplémentaires. On est en train de réfléchir justement à franchiser notre modèle, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois ce que je te parle, on a vraiment développé un modèle économique fort qui, comment dire, qui repose maintenant sur des choses solides et des données qui sont solides, qui nous permettent finalement de le répliquer. Pas indéfiniment, mais un sacré nombre de fois. Donc là, on est en train justement en quelque sorte, franchiser le modèle. Donc on travaille déjà avec plusieurs entreprises qui vont s'occuper d'investir et de gérer tout l'opérationnel de la marque. Et nous, derrière, on leur apporte toute la partie stratégique, plus gestion des stocks initiaux, plus expédition, parce qu'on a tout notre système maintenant de logistique, pour leur permettre, eux, de créer des marques qui performent en investissant dans une marque qui performe. Et nous, ça nous permet finalement de dupliquer très vite et en plus de scaler notre modèle. D'accord. Donc, en gros, tu fournirais un template de site avec un autre nom et tout simplement quand t'enverrais. C'est ça. Ok. Ah, Ouais, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait on gère tu vois toute la partie toute la stack technique ouais, mais vraiment on cherche à aller plus loin en comment dire enfin c'est ceux avec qui on travaille qui vont créer leur propre marque en fait ils vont tout faire sauf que derrière on est derrière pour s'assurer que toutes les actions qu'ils vont mener en fait rentrent bien dans les cases de notre modèle pour s'assurer finalement enfin on peut pas garantir des perfs mais que dans 90% des cas finalement ça se passe super bien et que ça ouais, avance quoi. ouais, ouais, bah un peu comme ouais, c'est tous les franchisés font ça pour l'image de leur marque. S'il y a un franchisé qui coule, c'est jamais bon, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc toi, tu vas d'abord bien choisir les gens à qui tu donnes le projet, j'imagine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis surtout, voilà, tu as une part investissement parce que c'est pas du dropshipping et pour le coup, c'est con, mais les stocks, faut les acheter. Et Ouais. puis voilà. Ouais. Ok, ok, bah super. Moi, j'avais une question plutôt personnelle. Est-ce que ta formation d'ingénieur t'aide dans le web? Est-ce que ça a été un atout pour toi?
ou plutôt une perte de temps où tu te dis, mince, ce que j'ai appris en école d'ingénieur, j'aurais pu passer 5 ans à faire autre chose, ou toi, tu le vis comment? Eh ben, alors, la formation d'ingénieur, en fait, une formation d'ingénieur, il faut surtout voir qu'en gros, tu vois plein de choses, tu vois beaucoup de choses, tu vois tous les secteurs, tu vas passer du Mac au Cisco, au Microsoft aussi ou ça. Ce qu'il faut, c'est toi te spécialiser dans quelque chose. Moi, perso, je me suis spé dans le web et aujourd'hui, ouais, je vais pas te mentir, c'est un véritable atout, en fait, d'avoir l'approche technique parce que ça te permet de, comment dire, par exemple, nous, là, ce qu'on a créé, on n'est pas parti sur un Shopify, donc beaucoup de diront que, enfin, faut être masochiste et c'est vrai. Je le pense aussi un peu, mais tu vois, moi, par exemple, mon e-commerce, il est conçu de zéro. Et du coup, ça, mais vraiment d'une page blanche, il est codé de A à Z. J'ai commencé sur Ouais, Photoshop, tu vois, et en un mois et demi, 2 mois, tout était posé. Et donc, et ça te permet vraiment d'avoir un contrôle sur tout. Et puis, donc, et même plus opérationnellement, au niveau du gros hacking, donc tu vois toutes les petites techniques que tu vas vouloir mettre en place, tu vas vouloir aller parser quelque chose ou faire ci ou faire ça. Et ben quand t'es tech, c'est con, mais t'as pas besoin de trouver un outil pour le faire, t'as pas besoin de trouver une extension pour le faire. C'est que souvent en 3 lignes de code, boum, c'est posé et derrière t'es tranquille. C'est donc ça a une vraie valeur ajoutée. Ça a une vraie valeur ajoutée. Ouais. ok, super. Ok, ok. Ouais, non, nous, c'est pareil, hein. Moi aussi, je suis de formation ingénieur, donc ça aide pas mal. Après, aller coder des trucs, ça dépend. Si ça devient un peu trop complexe, je t'avoue que je cherche quelqu'un. Mais c'est clair que je suis plutôt content du résultat, quoi. Euh, Après, vas-y. Ouais. ouais, non, vas-y, excuse-moi. Non, mais je vais pas te mentir aussi, c'est que, enfin, tu codes forcément beaucoup moins. Donc moi, tu vois, j'ai fait un petit dédicace à mon super CTO qui s'appelle Charlie Laurentier, tu vois. Et à un moment donné aussi, bah, le code, tu le sous-traites parce que tu en as tellement bouffé que t'en peux plus. Et là, par contre, tu as intérêt d'avoir des gars solides qui ont les reins solides derrière parce que, voilà, Ouais, c'est tout maison, quoi. ouais, clairement. Ok. Est-ce que tu aurais un petit gros hacking à partager à la communauté aujourd'hui? Un truc pas très commun ou un que t'as utilisé dans le passé, comme tu veux. Je te laisse le choix. Un gros hacking. Tu me prends de court là, tu me prends de court parce que t'as les gros hackings forcément, on va pas se mentir. Quand t'es pas infopreneur, les vrais gros hackings qui cartonnent en ce moment, tu les balances pas. Tu vois, en ce moment on a deux trois gros hackings qui tournent plein pot. Et si je l'ai dit là devant tout le monde, je suis sûr qu'il y a mon associé qui est en train de regarder la vidéo, il va me fracasser. Donc ça je pourrais pas les balancer. Qu'est-ce qu'on a comme petit gros hacking en ce moment qui marche pas mal, ou en tous les cas qu'on veut tester. Je sais pas si c'est vraiment des gros hackings, mais nous, c'est vrai qu'en ce moment, on essaye de se focus sur capter la data de nos utilisateurs. Donc, on va avoir tendance, par exemple, là, aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur la page de comment dire de paiement validé où derrière je faisais en gros quand tu peux détecter le bouton j'aime, tu peux détecter l'événement de la personne qui a cliqué sur j'aime. Donc en gros, je mettais, tu vois, je mets en page de ça y est, la personne a payé. J'ai une très grosse surprise pour vous. Cliquez sur j'aime pour l'avoir, tu vois, et du coup en fait, hop, tu chopes un abonné parce que forcément les gens ont déjà acheté, donc ils kiffent la marque, donc forcément tu as un taux de like qui est très élevé. Derrière, tu balances de la promo ou je sais pas qu'est-ce que j'ai comme petit On renvoie vers tips. Messenger souvent après les achats. De quoi? On renvoie vers Messenger après les achats. Du coup, tu es sûr d'avoir Ouais, ouais. bien Bah, segmenté dans une liste. si, bah tiens, un petit tips qu'on discutait, un petit gros hacking qu'on discutait l'autre fois, qui est super intéressant parce qu'encore une fois, voilà, moi je pars du principe que, comme tu en parlais tout à l'heure de Messenger aujourd'hui, en tous les cas, c'est l'opportunité tout de suite. On va pas se mentir, c'est là-dessus que tu peux faire des volumes de vente qui sont extraordinaires. Nous, c'est complètement dingue ce qui se passe sur Messenger, sauf que maintenant c'est qu'une question de mois. C'est comme d'hab, hein, comme on le disait, tu vois, il y a énormément d'abus, il y a des mecs qui se mettent à shooter sur Messenger 4 fois par jour. Donc forcément, Facebook va le brider, les pages vont se retrouver dans une boîte de réception secondaire. Donc Messenger, ça va, comment dire, là il y a une fenêtre de tir très courte, et donc il ne faut surtout pas penser court terme en se disant je fais du Messenger plein de gaz pour faire des ventes. Non, il faut tout de suite justement préparer la suite, et pour préparer la suite, il faut se servir de Messenger pour capter la data. Et par exemple sur ManyChat, il y a des choses très intéressantes, c'est que tu sais, ce que je te racontais, c'est que dans les concours, voilà, donc les concours, c'est une très bonne idée, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il n'y a pas que les concours d'ailleurs, hein. Ça peut être sympa de faire des vidéos au format engageant, donc tu sais, les tags ton pote, les machins, tout ça. Dès qu'il y a la notion de tag, ça crée énormément beaucoup de commentaires, énormément beaucoup, c'est pas mal comme tournure.
Et du coup, nous, ce qu'on fait, par exemple, en fin de notre flow ManyChat, on dit, tiens, si tu veux, comment dire, avoir encore plus de chances de gagner, laisse-moi ton mail. Et en fait, Messenger, voilà, te propose le mail, tu cliques dessus et hop, le mail, il arrive là où tu veux. Nous, en l'occurrence, on le met dans un style sheet. Et après, comme ça nous permet de shooter les mails dessus. Où je discutais avec un infopreneur là, à midi avec qui je déjeunais. Je l'ai pas encore testé. J'avoue que je l'ai jamais fait. Mais il me disait avoir des excellents retours, lui, sur un SMS de panier abandonné entre 5 et 10 minutes après le panier abandonné. C'est-à-dire que la personne abandonne son panier et dans la minute 5 à 10 après l'abandon de panier, tant que potentiellement elle est encore sur le site, paf, ça shoot un SMS. Il me disait que c'était assez fou les retours qu'ils avaient là-dessus. Hein. Moi, j'avais juste une question pour toi, parce que ça, on le fait aussi, hein, récupérer le mail et le mettre avec Zapier dans un Ouais. Google. Niveau RGPD, tu penses que c'est comment, toi? Pour nous, la personne, elle l'a donné, donc elle va pas se plaindre, mais il est pas opt-in, dans le sens où la personne, si elle est, bon, la personne, elle va jamais se plaindre vu qu'elle l'a donné de son plein gré, son mail. Mais au niveau de la loi, je pense qu'elle l'a pas coché comme il faut. Après, C'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème cet RGPD pour les gens comme nous parce que nous, notre métier, c'est de capter la data et capter la data par tous les moyens. Sauf que maintenant, ça met un cadre très fort autour de ça. Là, j'étais au startup au Google Grind à l'île Maurice, donc il y a quoi, il y a pas très longtemps de ça, et donc il y avait un intervenant justement qui dirigeait l'équipe Gross Hacking d'une belle boîte sur Paris, et quand on lui a posé la question justement, et qu'est-ce que tu penses de la RGPD, il a dit qu'il en pensait rien, quoi, qu'il passait au-dessus de ça, et donc on peut pas réagir comme ça parce que malgré tout il y a des règles, surtout que c'est des règles légales, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec la donnée des gens. Mais c'est vrai que on essaye en tous les cas, nous de notre côté, on essaye de faire le maximum pour essayer de rentrer dans les clous. Mais on va pas se mentir, hein, on est dans des sables mouvants, tu vois, c'est un terrain qui est super houleux et je suis pas sûr à 100% du tout qu'on respecte, qu'on soit bien RGPD partout. Donc, il faut après déjà, tu vois, mettre en place sur le site un système qui permette vraiment reprendre le contrôle de ces données pour que l'utilisateur se désinscrive, tout ça, c'est important. Et puis, enfin, penser même aux liens de désinscription dans les mails, etc. Pour vraiment, enfin, je pense que dès lors que, alors, encore une fois, c'est la loi, donc on ne peut pas avoir une appréhension personnelle de la loi, mais si je devais en tous les cas donner mon point de vue, je dirais que si tu essayes de jouer déjà le jeu du je donne le contrôle à mes utilisateurs de leurs propres données, je pense que déjà une bonne partie du chemin est faite, quoi. Ok, ok. Bon, merci pour ton retour. Ouais, c'est sûr que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que quand on a des mails qui sont un peu litigieux, on les shoot sur un opt-in pour là les avoir opt-in et ensuite les retravailler de manière plus propre. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme on avait lancé un service en ligne, on avait récupéré des 500 mails de personnes qui nous avaient donné leur mail en fait pour qu'on leur livre un PDF si tu veux. Ouais. Mais c'était donné dans une boîte comme ça. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé un plugin, on avait récupéré tous les mails, on avait shooté, puis une personne elle nous avait dit, ben, vous n'avez pas l'autorisation en fait de m'envoyer des mails comme vous l'avez fait. Alors qu'elle nous l'avait donné, si tu veux, pour qu'on lui envoie son PDF. Donc, forcément, voilà, il y aura toujours quelqu'un de chiant donc, bon, c'est comme ça. Ouais, il y en aura tout le temps, ouais. Surtout sur des millions de volumes, j'imagine même pas. Ça va être terrible, quoi. Ah, c'est clair. Ok, eh ben, merci beaucoup pour d'avoir été là. Je vais juste finir par un petit gros hacking pour le groupe qu'on est en train de tester en ce moment. Alors c'est pas hyper beau, mais ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on monte des profils Tinder avec en bio tout le temps, qu'on ne discute que par Insta DM en fait. Donc à chaque fois le message de bio c'est voilà, on discute que par message sur Instagram et on a lié à chaque fois le compte Instagram à la page Tinder. Ce qui fait qu'avec un petit plugin qui tourne et qui like les gens en automatique, et ben, tous les jours, on récupère des gens qui viennent s'abonner à notre compte Instagram sans rien faire, quoi. Le compte Instagram est en privé et donc il suffit de mettre des photos un peu engageantes. Je vais pas aller plus loin. Et on récupère beaucoup de monde sur un Instagram. Ça draine énormément de monde. Et au-delà de ça, tous les gens qui vous ont liké sur Tinder, en fait, il suffit d'envoyer un message automatique. Viens, on parle sur Insta DM et voilà, ça fonctionne très bien.
Tiens, et un petit aussi, nous, de notre côté, en ce moment, on est en train de tester quelque chose sur les campagnes d'acquisition de likes. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, parce qu'on se remet en fait à faire de l'acquisition de likes. Et de ce côté-là, on cherche en fait à faire, et on se retrouve avec des meilleurs retours que de faire des campagnes justement d'acquisition de likes pure et dure. C'est de faire des campagnes d'interaction où on essaie de créer des formats, mais qui soient extrêmement engageants, en fait, vraiment des trucs qui engagent au maximum. Et là, en fait, de faire le traditionnel derrière invitation de like, avec le petit bout de code JavaScript que tu mets dans le navigateur qui invite toutes les personnes qui ont interagi avec le contenu, quoi. Ouais. On a Ok. un très bon retour là-dessus. Ouais. Top. Ok, bah super. Merci beaucoup à toi et reviens quand tu veux pour tes nouveaux Ben, projets. merci pour ça. Salut, Euh, Romain. je Ouais. regarde juste s'il y avait des Ah, questions, mais il y a plus c'est super intéressant que des questions. Donc voilà. Bah, si jamais il y a des questions, je te les enverrai. ouais, vas-y, ça marche. Ok, super. Bon, bah salut, bonne soirée à toi. Salut, ciao, ciao, bye.